Bienvenue au webinaire sur l'identité de genre, la diversité sexuelle et l'équité en santé publique, organisé par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Je m'appelle Mandy Walker, j'utilise le pronom elle et je vous parle depuis Chichagé, que l'on connaît aussi sous le nom de Montréal, d'où je travaille depuis mon bureau virtuel en tant que spécialiste de l'application des connaissances au Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, soit le CCNDS. J'ai également une formation d'infirmière autorisée. Je suis ravie d'être votre hôte aujourd'hui et j'ai avec moi mon excellente co-animatrice Diane. Bonjour, merci Mandy. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Diane Oracle. Je travaille aussi au CCNDS. Je suis diététicienne autorisée. J'ai passé 15 heures en première ligne avant de me joindre au CCNDS. J'ai un intérêt personnel et professionnel dans ce domaine et je suis donc ravi de compter parmi nous de nombreux participants. Pour ce qui est de la reconnaissance des terres sur lesquelles nous nous trouvons, eh bien moi je m'exprime depuis Mi'kma'ki, qui se trouve aussi là où est le siège social du CCNDS, sur le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Pour moi, une reconnaissance du territoire, ce n'est pas qu'une formalité, c'est une occasion de reconnaître la vérité, de la colonisation et de ses répercussions aujourd'hui sur nous et sur nos efforts en matière de réconciliation. Il est donc essentiel de reconnaître qui a été colonisé. L'esclavage existait au Canada à l'époque où les colons blancs sont arrivés d'Europe et lorsque les traités de paix et d'amitié ont été conclus avec les peuples Mi'kmaq et Wolastoqiyik, l'esclavage existait. La colonisation a eu des répercussions importantes sur notre compréhension des rôles associés au genre et à la sexualité. Il s'agit, ce que nous connaissons aujourd'hui est en fait l'héritage de concepts coloniaux qui encadrent la compréhension des genres, de la fluidité, de l'inclusivité. Donc le colonialisme et la colonisation a causé du racisme, de l'homophobie et de la transphobie, problème que nous connaissons actuellement, ce qui nuit particulièrement à la santé de la communauté LGBTQL de plus. Ces systèmes coloniaux ont permis de perpétuer des violences envers les peuples autochtones ainsi que les membres de la communauté LGBTQI de plus. Et je pense qu'il convient de le souligner dans le cadre de ces reconnaissances du territoire. Comme bon nombre d'entre vous le savez, la CCNDS s'inscrit dans le cadre d'un plus grand programme qui est celui des centres de collaboration nationale en santé publique. Il s'agit de 6 centres nationaux répartis au pays. Je vous inviterai à vous rendre sur le site web du ccnds.ca afin de trouver des renseignements détaillés sur les origines de chacun de ces 6 centres de collaboration nationale qui existe depuis 2003 et la façon dont il tente de répondre à un certain nombre d'enjeux de santé publique et l'accent particulier qu'ils mettent sur certains dossiers. Mandy, est-ce que vous souhaitez parler à nos participants des objectifs du webinaire d'aujourd'hui? Oui, nous avons 3 objectifs au cours de ce webinaire, à savoir explorer les liens entre les déterminants structurels et sociaux de la santé, l'identité de genre et la diversité sexuelle, illustrer l'importance des pronoms et étudier comment intégrer un langage et des soins inclusifs dans la pratique, la recherche et l'élaboration de politiques. Et enfin, identifier des exemples pratiques de la façon dont la santé publique peut améliorer l'équité en santé pour les populations sexuelles et sexuées. Nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous 3 conférenciers et conférencières qui ont été
été essentiels, qui ont joué un rôle essentiel pour la mise sur pied de ce webinaire. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Faye Johnston, directrice exécutive et copropriétaire de Wisdom to Action, Jessie Dame, responsable des questions de sexualité et de genre chez les Autochtones et infirmier diplômé à Vancouver Coastal Health, et Amy McDonald, conseillère en matière de diversité des genres et sexuels à l'université Saint Francis Xavier. Je vais prendre un instant pour les laisser nous parler un peu d'eux-mêmes, de leur travail et de ce que l'identité de genre et la diversité sexuelle signifient pour eux et dans le cadre de leur travail. Faye, vous voulez ouvrir le bal? Oui, merci Mandy, merci à tous et à toutes, c'est un honneur d'être ici. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire et à ce dialogue. Je sais que nous en avons beaucoup à dire et nous espérons que ces propos vous seront utiles. Je suis Faye Johnston, j'utilise les pronoms elle. Je viens de Halifax et je travaille pour un centre qui s'occupe de justice pour les personnes transgenres. Notamment, nous favorisons la mobilisation de la communauté, la création d'organismes sans but lucratif. Cela fait 10 ans que je travaille dans ce dossier. J'ai de l'expérience notamment en santé et je travaille depuis longtemps auprès de jeunes. Je suis la mère de 2 enfants et je passe beaucoup de mon temps à mobiliser les communautés sur l'augmentation du sentiment de haine envers la communauté. C'est une lutte constante et c'est une réalité historique. Il s'agit également d'enjeux socio-économiques. J'espère que nous pourrons vous permettre de mieux comprendre les liens entre ces différents facteurs. Je suis membre du conseil d'administration d'un organisme communautaire qui travaille avec Oxfam Canada, dont les intérêts s'entrecroisent. Ma photo a été diffusée dans les médias récemment en tant que personne transgenre et ça n'a pas été facile. Je suis une femme queer, trans, j'ai 27 ans. J'utilise différents termes pour me décrire selon le contexte et ma santé et mon bien-être est étroitement associé à ma perception du monde, sachant que je suis une femme trans avec une voix de baryton et des épaules larges. J'espère participer de façon positive à ce dialogue. Merci. Merci, Faye. Vous avez fait et vous faites toujours de l'excellent travail pour les personnes queer et trans et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Jessie, souhaitez-vous vous présenter? Merci, Mandy. Peut-être que vous pourriez me faire signe avec votre pouce si vous m'entendez bien. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jessie Dame. Je suis un fier métis, bispirituel, j'utilise le pronom il. Ma famille provient du territoire du traité 1. Je suis membre de la nation métisse par le biais de ma mère. Je me trouve en ce moment sur le territoire non cédé des Premières Nations Naxiamuk, notamment, qui se trouve dans l'est de Vancouver. Je suis ravi d'être ici. Je n'ai pas l'habitude de parler lentement, mais je tenterai de faire de mon mieux. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis un fils, un partenaire, un frère. Et dès que j'ai l'occasion de m'exprimer sur le plan national, j'attire l'attention sur mon frère Brandon, qui
qui a été victime de la crise des overdoses en 2022. Et je pense qu'il faut trouver des façons novatrices de venir en aide à nos collectivités dans le cadre de cette crise, et ce partout au pays. Je suis infirmier autorisé. J'ai le privilège de travailler dans différents contextes, notamment en matière de naissance et de santé sexuelle. Ça fait 7 ans que je travaille dans un centre hospitalier de Vancouver, le NICU. C'est la principale raison pour laquelle je suis devenu infirmier, parce que j'aime beaucoup les bébés, les nourrissons. Cela m'a permis de prendre conscience des nombreuses lacunes qui sont à déplorer dans notre éducation et notre sensibilisation sexuelle. C'est ce qui m'a amené sur le parcours en matière de dépistage en santé sexuelle, où nous sommes en mesure, et je travaille au sein d'un centre où nous sommes en mesure de dépister des MTS. J'ai commencé à travailler pour un centre de santé sexuelle qui s'adresse aux hommes dans la région de Vancouver. Je viens de commencer et ma première journée était très occupée. Je suis responsable des questions de sexualité de genre chez les autochtones à Vancouver Coastal Health. C'est le premier poste de ce type qui a été créé dans la région et au pays. C'est le fruit de nombreux efforts que nous faisons depuis longtemps et qui ont permis la création de ce poste. C'est un sujet passionnant. Nous avons été en mesure de créer ce poste pour en faire une priorité. J'ai aussi le privilège d'être le gestionnaire du programme destiné aux personnes bispirituelles au sein d'une organisation de recherche queer. Comme Fay l'a dit, ce travail n'est pas que notre travail, il s'agit de notre mission lorsqu'il s'agit d'identité de genre et de diversité sexuelle et de ce que ça signifie. Ce n'est pas que mon travail, c'est ma passion, c'est ce qui me motive dans tout ce que je fais. C'est donc quelque chose qui me passionne. Ce n'est pas quelque chose que je défends uniquement par intérêt, mais véritablement par passion. Je suis là pour mon partenaire, mes futurs enfants, mes proches, les membres de ma famille et de ma communauté, qu'ils soient autochtones ou autres. Et je ne suis pas là que par intérêt. Je suis là par passion et parce que ça fait partie de ma vie. Et je ne veux pas aller trop dans les extrêmes, mais ça résume vraiment les raisons pour lesquelles je m'intéresse à cela. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Jesse. C'est impressionnant de vous voir œuvrer dans autant de domaines différents, en recherche, etc. Nous vous en remercions et merci de votre présence. Amy, est-ce que vous souhaitez vous présenter? Je m'appelle Amy McDonald, mon pronom c'est elle et je suis conseillère en matière de genre et de diversité sexuelle à l'Université Saint-Francis-Xavier. Je m'exprime depuis Mi'kmaqui, le territoire non cédé autochtone du peuple Mi'kmaq. Je suis conseillère en matière de genre et de diversité sexuelle. Je fais de la promotion des intérêts, notamment dans le cadre de mon travail, en faisant la promotion de la création d'espaces inclusifs pour la communauté. Je fais beaucoup de travail en tête-à-tête avec mes étudiants. Alors, ça peut porter sur la santé en milieu scolaire, la santé publique, la santé sexuelle, et je tente d'orienter les étudiants qui viennent me voir vers les ressources nécessaires pour l'aide dont ils ont besoin. Par ailleurs, je suis aussi conseillère. En fait, je m'occupe du groupe étudiant de l'Université de Saint-François-Xavier. Nous avons environ 170 membres. C'est donc un groupe d'étudiants très actif qui vise à promouvoir la sensibilisation et l'éducation
Un autre aspect de mon poste, c'est de faire de la sensibilisation. Donc, j'enseigne, en matière de création d'espaces positifs aux membres, de la communauté universitaire, mais pas uniquement sur le campus. Nous le faisons aussi dans la communauté. Nous tentons de diffuser cette formation importante, auprès d'autres, milieux, et on m'a demandé de participer à des formations nationales avec, des groupes plus importants. Je suis donc ravi de pouvoir, leur faire bénéficier de mes connaissances. À l'université Saint-François-Xavier, je fais aussi partie d'un groupe de collaboration qui, nous permet d'avoir, des, entretiens sécuritaires pour les membres de la communauté LGBTQI2+, notamment en matière de suicide et cetera. Je travaille aussi comme travailleuse, occasionnelle pour, offrir de l'aide en matière, d'urgence dans un hôpital de la localité. J'ai commencé ma formation à l'université Saint Francis Xavier et j'ai fait mes études postsecondaires en gestion des ressources, humaines. Je suis en maîtrise en ce moment pour, l'éducation aux adultes et le développement communautaire. Je suis la mère de 2 enfants âgés de 6 et 4 ans, et ma conjointe, est également très impliquée, dans le milieu et dans mon travail. Pour ce qui est de la diversité sexuelle et de la diversité de genre, ce n'est pas qu'un intérêt professionnel, c'est aussi un intérêt personnel, existentiel en réalité. Je tiens à assurer la sécurité de mes propres enfants à l'avenir, et je vois toutes les difficultés que connaissent mes étudiants et de mes étudiantes, d'où l'importance pour moi de m'assurer qu'ils reçoivent, qu'ils aient accès aux ressources et aux connaissances qui leur permettront de bien s'en sortir dans la vie, tout en étant qui ils sont. Je dispose, d'expériences variées dans des contextes divers. Je suis donc très fier de participer à ce webinaire. Je me suis déjà entretenu avec, Faye et Jessie. C'est la même passion qui nous anime. J'ai été un peu partout au pays pour, partager mes connaissances et pour tenter, d'inspirer les autres à en faire de même. Merci beaucoup. Effectivement, vous faites beaucoup de choses, comme vous l'avez indiqué. Donc, Amy est à Saint Francis Xavier, qui est, le siège, du bureau local du CCNDS et qui dessert, particulièrement la communauté LGBTQL2+. Maintenant que nous connaissons davantage, nos présentateurs et nos présentatrices, Diane, est-ce que vous voulez, ouvrir le bal en nous posant la première question? Oui? Ça me fera plaisir. Donc avant de passer à la question justement, je tenais à dire que j'ai beaucoup été touché par, ce que nous ont dit nos 3 présentateurs et présentatrices. J'ai déjà rencontré, Faye et Amy à plusieurs reprises, et c'est pour moi assez touchant d'entendre tous ces témoignages. Le travail que je fais,
je le fais par amour, je ne le fais pas par intérêt, comme nous l'a dit, tout à l'heure notre présentateur et votre travail, me touche déjà beaucoup. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous ici, c'est justement pour aborder ce sujet. On ne voulait pas que ce soit didactique, on ne voulait pas que ce soit un cours magistral. Nous voulions vraiment solliciter une conversation, un dialogue nous permettant de mieux nous comprendre les uns les autres. Donc la question générale qui nous intéresse est la suivante. Pourquoi est-il important de parler d'équité en ce qui concerne l'identité de genre et la diversité sexuelle? On a tous parlé des raisons pour lesquelles c'est important pour nous d'un point de vue personnel, mais il y a toute une équipe du CCNDS qui, travaille en coulisses. Nous sommes 6 en ligne d'ailleurs à suivre le webinaire en ce moment. Nous sommes là parce que c'est un sujet qui nous intéresse également d'un point de vue personnel. Mais en plus de ce que vous avez dit, en quoi est-ce que cela a trait à l'équité en matière de santé? Alors j'aimerais avoir vos réflexions là-dessus, s'il vous plaît. Fait? Bon, je veux pas présumer que c'est à moi d'y aller en première. Bon, je pense que cet aspect est extrêmement important, je dirais, pour répondre à cette question, de savoir pourquoi il est important de parler d'équité en ce qui concerne l'identité de genre et la diversité sexuelle. Eh ben, c'est parce que d'après tous les indicateurs que nous connaissons, nous savons que les personnes queer et trans connaissent un état de santé inférieur à leurs pairs des communautés hétérosexuelles. Beaucoup de Canadiens imaginent de façon un peu naïve qu'étant donné qu'il y a de l'équité au pays et que nous avons un cadre juridique qui, permet la protection des droits de la personne fondamentaux, les gens pensent que les membres, des communautés sont semblables, alors à la population générale, alors que ce n'est pas le cas. 30 des personnes trans au Canada gagnent, moins de 30 000 par an. Il y a une différence de revenus considérable de 20 à 30 des jeunes itinérants s'identifient comme queer ou trans. Ceux-ci sont davantage, visés par, connaissent davantage, la dépression, les tentatives de suicide font l'objet de discrimination, que ce soit dans leur milieu familial ou professionnel. Dans le milieu de l'équité en matière de santé, nous avons donc un rôle important à jouer. Bon nombre de communautés sont victimes d'inéquité. Il faut tenir compte des réalités des groupes trans et queer. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il n'est pas suffisant de dire, que nous avons fait un atelier, Gay 101 pour une organisation. Il faut une, intervention plus systématique à un problème systémique et c'est par, le biais de l'équité que nous parviendrons à nous attaquer aux lacunes que nous observons actuellement. Qui font que les membres de ma famille, les membres de ma communauté ont plus de chances, d'avoir un mauvais état de santé et de connaître certains problèmes. Donc on ne peut pas parler d'équité sans parler des personnes queer et trans. Merci. Merci, c'est bien dit. JC et Amy? Merci beaucoup. On a parlé de visibilité et je pense que c'est très important d'accroître la visibilité, c'est ce que nous faisons ici, mais il faut le faire tout au long de l'année, pas juste en juin et en juillet. Nous devons, nous servir d'espace fiable pour les membres de la communauté. Il faut que nous puissions nous voir en position de leadership pour pouvoir continuer à faire ce travail et continuer à sensibiliser, la société à l'identité, de genre et la diversité sexuelle. Souvent, on voit, le fait que je sois queer comme quelque chose de professionnel, mais c'est quelque chose de
personnel dans les espaces queer, il faut savoir établir des liens entre les gens lorsqu'il est question d'équité et de tisser des liens avec nos patients, nos communautés. Il s'agit de permettre aux gens de tisser des liens. C'est la priorité numéro un. Deux choses, ce qui est le plus important pour moi lorsque je pense en matière d'équité en ce qui concerne l'identité de genre et la diversité sexuelle, c'est l'inclusion du genre dans tous les aspects de la société. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la colonisation, du colonialisme et des effets que cela a aujourd'hui sur la réconciliation. Et nous ne saurons parvenir à la réconciliation si nous ne tenons pas compte des sujets de la sexualité et du genre. D'où la nécessité de bien décortiquer tout cela, tout en tenant compte aussi des réalités de la culture autochtone, de la sécurité culturelle, etc. Si vous participez à des formations destinées aux autochtones, vérifiez s'il y a des formations sur l'inclusion en matière d'identité de genre et de diversité sexuelle. Et vous constaterez qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a toute une diversité de personnes bispirituelles sur l'île de la Tortue, d'où la nécessité de nous inclure activement dans les formations en matière de sécurité culturelle, notamment dans le cadre de la décolonisation et de la vérité et de la réconciliation. Autre chose, il faut parler de l'équité en matière de la façon dont les choses sont présentées. Souvent, on présente mon identité queer comme un facteur de risque ou quelque chose de négatif. Lorsque j'ai lu tous ces articles, lorsque je faisais ma maîtrise, tous ces articles expliquaient que le fait que je sois queer me rendait plus à risque de mourir plus jeune. On m'associait à un risque, un facteur de risque, à un problème. Et je pense que ça influence la perception que les gens queer ont d'eux-mêmes. Et pourtant, ce n'est pas vrai. L'homophobie est le risque et le racisme sont le risque. Ce n'est pas mon identité de personne queer qui constitue un facteur de risque. Il faut donc bien préciser de ce dont on parle. Lorsqu'il est question de risque accru, par exemple de STD, de STI plutôt, ce n'est pas en raison de moi, c'est plutôt en raison de problèmes systémiques comme le manque de sensibilisation, ce qui entraîne des facteurs de risque plus élevés, d'où la nécessité d'une action gouvernementale, notamment. Je m'en tiendrai à cela pour que Amy puisse avoir l'occasion de s'exprimer, mais c'est sûr que je pourrais continuer pendant longtemps. Amy, vous avez la parole. Merci, Faye, Jessie. J'apprécie beaucoup vos commentaires et le fait que vous avez parlé de tout ce que j'allais parler. Cependant, je voudrais répéter l'importance que cela a de parler de l'équité parce que jusqu'à ce qu'on en parlera, cela sera caché. Les gens doivent être conscients du manque d'éducation qui vient avec l'identité de genre et la diversité sexuelle, surtout dans les soins de santé. Si les gens n'utilisent pas le libellé adéquat et ne comprennent pas comment pouvons-nous aller de l'avant pour créer de l'équité si on n'a même pas la base. Donc, il faut avoir des conversations de ce genre, c'est essentiel. Je suis statisticienne par métier et donc je voudrais mentionner quelque chose que Faye a dit sur les statistiques. Quand vous regardez le recensement de Statistique Canada, quand il s'agit des Canadiens de minorité sexuelle, je regarde les données en ce moment, 40% par rapport à 15% qui pensent à se suicider, 41% par rapport à 16% sont diagnostiqués comme atteints d'un trouble d'anxiété ou d'état d'esprit. Et ces chiffres tout seuls expliquent quelle est la raison pour laquelle nous devons parler de cela plus ouvertement, sans hésiter et sans être préoccupé par les conséquences d'en parler parce que cela n'existe pas. Il faut traiter tout le monde
de façon égale. Il faut donner à tout le monde la possibilité de vivre et de prospérer de façon sécuritaire et en santé, parce que sans en parler, on n'y arrivera pas. Je voudrais ajouter, Amy, que ces statistiques sont extrêmement importantes, reconnaissant aussi qu'il y a des taux élevés de suicidalité, non pas parce qu'on est queer ou autochtone, mais à cause de l'homophobie et l'influence sociale. Et il nous faut parler davantage de comment investir davantage aux communautés LGBTQ2S+, pour assurer de combattre ces statistiques et de fournir un espace sécuritaire. Je ne sais pas pourquoi on doit le répéter. Quand on réduit le racisme et l'homophobie, tout le monde en profite. Ce n'est pas moi seulement. Toute la société se voit avantagée par la réduction de la discrimination. Désolée d'avoir interrompu. On nous a dit qu'on pouvait être informel dans ce groupe d'experts, donc c'est la modélisation d'un dialogue. Je veux dire deux choses. Tout d'abord, je veux souligner que beaucoup de gens s'imaginent que l'homophobie a disparu en 1995 et ceci s'est terminé. L'homophobie et la transphobie sont fréquemment connues comme votre grand-parent qui n'a pas encore compris le développement des temps, mais ne parle pas de l'indoctrination sociale concernant l'homophobie. On grandit dans des écoles, on a les réseaux sociaux et les choses restent avec nous. Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent, parce qu'ils ont un ami gay, qui ne sont pas des homophobes, mais ce n'est pas le cas du tout. Il nous faut encore faire le travail et aider à comprendre comment les structures de genre binaire, d'homophobie, de transphobie continuent dans nos sociétés. Deuxième composante, je pense à mon amie Debbie, qui est directrice du Centre d'identité de genre et de diversité sexuelle. Vers les dernières élections pour le gouvernement fédéral, elle a parlé des problèmes qu'ont les queers et que la société continue à comprendre les choses tout comme on les comprenait en 2005. Donc, quand on parle des communautés queer et trans, on ne s'imagine pas, par exemple, des femmes trans, on s'imagine des hommes d'âge moyen qui se sont vus avantagés par ce qui s'est passé au lieu d'avoir de l'isolement et du vieillissement. On peut dire, oh non, euh, vous comprenez que ces gars blancs vont bien, et après on l'élargit à tout le monde, quand en fait cela n'est pas le cas. Il faut regarder la communauté en général et avoir des modèles d'équité qui regardent ce qui se passe avec les vies spirituelles, les trans, les femmes trans, les travailleurs trans, les personnes racialisées. Il faut une approche désagrégée et parler des populations qui sont surreprésentées de façon énorme en ce qui concerne les enjeux de santé. Bravo. Jessie, veux-tu ajouter quelque chose à cela? Ma réponse allait parler de la prochaine conversation qu'on va avoir, donc je peux attendre avec plaisir. On pourrait terminer ici, on a tout couvert, n'est-ce pas? La profondeur de vos réponses, tout simplement, implique tellement de choses et je pourrais continuer et je tends à le faire, mais je ne vais pas le faire. Jessie, quand tu as parlé du fait que mon identité professionnelle, la relationnalité professionnelle, cela m'a fait penser, en tant que diététicienne qui travaille encore dans le système de santé publique, que parfois, en tant que fournisseur de soins de santé publics, on se retire nous-mêmes du travail que nous faisons. On est des gens dans ce travail, des personnes, on n'est pas seulement des statisticiens, on est des personnes, donc on apporte tout le monde nos identités à notre travail. Euh, il y a des choses qui pourraient être plus sécuritaires pour moi que pour des autres. Et donc, il y a un enjeu systémique. Et il y a de l'équité aussi, ou plutôt de l'inéquité
parmi la communauté queer, c'est-à-dire, je ne sais pas qui d'entre vous l'a mentionné, même si on a fait des progrès, cela a été avantageux surtout pour les hommes de classe moyenne, gays, blancs, et donc on a encore des inéquités. Et cela me fait penser à l'importance que cela a de façonner nos espaces au sein de nos collectivités, de le faire de façon correcte. Euh, Amy, voudrais-tu parler davantage là-dessus? Mandy plutôt. Merci, Diane. On a parlé de vouloir être vu, donc pour aider tout le monde dans les communautés d'ESL GBTQ+, comment créer ces espaces inclusifs dans le monde de la santé publique. Bon, je serais content de démarrer. Je pense que tout le monde doit réfléchir au professionnalisme. J'y réfléchis beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment ça fait que mon co-travailleur peut parler de sa famille et moi, je ne peux pas en parler? Qu'est-ce qui se passe au travail? Les codes de conduite, quand ont-ils été créés? L'objectivité, qu'est-ce que cela veut dire? Comment pouvons-nous être objectifs? Parce qu'un homme blanc cis a parlé sur les personnes cis, cela ne veut pas dire qu'on est objectif. Donc, on a des choses qui ne sont pas réelles et qui veulent nous maintenir au froid. Et je pense qu'il faut augmenter la relationnalité parce qu'il faut un échange. Au début, on ne nous permettait même pas de travailler au sein de nos propres collectivités. Et donc, les codes de conduite doivent être réajustés. Il faut avoir des conversations sur ces codes de conduite parce que dans les environnements queer, ce qui est considéré professionnel ou pas est quelque chose de très différent. Notre relationnalité est très différente et c'est quelque chose de prioritaire dans les espaces inclusifs. Côté professionnel des fournisseurs de soins de santé, c'est une chose très importante. Là, je vais ralentir ma vitesse. Il faut qu'on réfléchisse à nous-mêmes, à notre professionnalisme en ce qui concerne notre relationnalité et nos patients. C'est très important pour les espaces inclusifs. Hier, j'ai participé à l'une des conversations les plus puissantes que j'ai eues dernièrement, y compris la conversation d'aujourd'hui, bien évidemment, qui est très puissante. Mais nous parlions hier des listes de vérification dans nos espaces. Est-ce on affirme le genre? Pourquoi a-t-on une liste de vérification? Parce qu'il faut passer de là à décortiquer les préjudices qui peuvent avoir lieu et reconnaître qu'en tant que personne queer, j'ai des problèmes moi-même avec ma propre homophobie internalisée et il me faut l'identifier. En fait, c'est quelque chose de positif que je puisse l'identifier, que je puisse reconnaître mon biais inconscient ou maintenant conscient au sein de la société et comment faire avec la société que j'ai internalisée. Donc, de mettre un autocollant d'un arc-en-ciel sur une fenêtre, ça ne veut plus dire beaucoup de choses. Euh, euh, il s'agit en fait de décortiquer les préjudices qui peuvent avoir lieu, que d'avoir une liste de vérification concernant les soins d'affirmation. Et cela ne veut pas dire forcément qu'on a un espace inclusif. Donc, il faut être professionnel et décortiquer ce qui se passe avec nous-mêmes et reconnaître qu'on n'a pas forcément un espace dans la société actuelle si on veut en fait définir l'inclusion. On n'a pas quelque chose qui soit complètement inclusif et il faut définir le problème. Je vais arrêter là. Encore une fois, c'est ce que j'allais dire. Bon, pas de problème. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais noté. Cette
en jeu de la liste de vérification. Ce n'est pas suffisant que de mettre un autocollant de l'arc-en-ciel dans la porte pour indiquer qu'on est inclusif. Ce n'est pas suffisant de dire voici la documentation concernant les renseignements et la formation. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Tout cela est optionnel et cela ne devrait pas l'être. Cela devrait être obligatoire. Les fournisseurs de soins de santé doivent comprendre comment être respectueux. Les présentations. euh, Quelqu'un peut rentrer voir un patient pour la première fois avec les dossiers juridiques en matière de soins de santé et pense qu'ils sont dans la salle incorrecte parce que l'aspect de la personne qui voit est différent de l'aspect qu'ils imaginaient. Et cela décourage les personnes parce que les personnes se sentent invalidées, elles ne se sentent pas vues et cela cause beaucoup de préjudices. Je pense qu'il faut pouvoir communiquer les préjudices causés par ces personnes pour que les gens réalisent l'incidence de leur action et de leur langage. Donc, il faut créer des espaces inclusifs. C'est très important. Et ce n'est pas seulement la visibilité, c'est le soutien. Ouais, le soutien doit être là. Quel est l'aspect du soutien? Et le fait que chaque personne est tellement spéciale, il faut comprendre que chaque personne a besoin de choses différentes pour pouvoir prospérer. Ce n'est pas seulement, bon, vous êtes identifié de cette façon, alors je vais travailler de cette façon aussi avec vous. Ça ne fonctionne pas comme cela. Vous êtes ceci, donc voici les services dont vous avez besoin. Non, ce n'est pas le cas. Et quand je parle du langage, même quand on parle du titre des choses, c'est quelque chose que je mentionne fréquemment avec mes étudiants. Je fais beaucoup de travail avec des étudiants de soins infirmiers et ils mentionnent des choses concernant, euh, par exemple, être dans la clinique pour le bien-être des femmes. Bon, ben, ce n'est pas seulement des femmes qui ont besoin de ces services dans cette clinique. Donc, il faut avoir des conversations très riches avec ces étudiants parce qu'ils reconnaissent qu'on a un besoin et que c'est important d'avoir ces conversations et que c'est important de créer des espaces sécuritaires et inclusifs pour tout le monde. Et le langage est une partie énorme de tout cela. C'est pour cela que j'ai parlé la première, lors de la première question. C'est difficile d'être la troisième. Je pense qu'on a fait beaucoup de travail très bon dans les années 90, les années 2000, le début des années 2010 concernant l'inclusion. Mais je pense qu'il existe des éléments où nous devons comprendre quoi faire. On a fait des erreurs en chemin. D'abord, qu'il fallait accepter que tout le monde devait apprendre par cœur tous les termes. Non, il ne faut pas apprendre par cœur toutes les identités de genre. Il y a des centaines, des milliers. Les gens vont créer des mots s'ils se sentent chez eux avec ces mots. Mais c'est en fait problématique quand on a cet instinct humain d'avoir des boîtes et de placer des personnes dans les boîtes. Quand on a une femme qui rentre dans votre bureau, dans un établissement de santé, imaginez-vous que quand elle vous dit qu'elle est une femme, que vous savez ce que veut dire pour elle que d'être une femme? Non. On sait que les personnes sont plus que les identités avec lesquelles elles marchent. Donc, c'est très difficile de décrire les choses au monde. Donc, mon message d'abord est qu'il ne faut pas apprendre par cœur tous les termes. Il faut comprendre au niveau théorique le genre et la sexualité dans le monde autour de nous. Et il faut être respectueux envers la dignité des personnes et reconnaître qu'on est beaucoup de choses bizarres et qu'il faut mélanger ces théories avec la pratique et c'est là où la magie peut avoir lieu. L'autre enjeu est que quand on est un fournisseur de santé dans une salle, on peut sentir quand on est votre premier client trans et quand on est effrayé. Je comprends que vous ne voulez pas faire des erreurs. Les groupes anti-queer sont ceux qui pensent que nous surréagissons.
On est accoutumé à cela. Le monde continue. Si vous faites une erreur, le monde ne se termine pas. Mais si vous sentez que le monde se termine, vous allez réagir avec cela en tête. Et là, on va être votre ami à vous faire vous sentir mieux au lieu de recevoir vos soins. Il faut apprendre à être un être humain, même à l'école de médecine, et cela arrive très loin. La dernière chose que je voudrais dire est que nous devons reconnaître que la mise en œuvre tactique de l'inclusion des trans et queer veut dire des choses différentes. Les infirmières ont besoin de quelque chose de différent qu'une personne de soutien en matière de logement. Donc, il existe de différents types de compétences et fréquemment, les organismes commencent et terminent avec un, bon, voici ce que cela veut dire que d'être queer, bi, ou trans. Mais il existe toute une autre couche de compétences. Il faut parler des soins d'affirmation, des enjeux de santé mentale, la dynamique familiale, le logement. Et tout cela doit être inclus dans votre travail particulier parce qu'on travaille, ça fait longtemps aux choses, mais ce n'est pas suffisant pour aborder les inéquités. Et en ce qui concerne les personnes queer, bi et trans, beaucoup d'entre nous avons de belles approches au dialogue, à l'engagement communautaire, à faire ce travail de façon différente. Et cela nous permet de rencontrer nos patients là où ils se trouvent. Et moi, j'aurais toujours confiance, plus de confiance à une personne, un fournisseur de soins queer qu'un fournisseur de soins non queer. J'irai toujours chez une personne queer tout d'abord. Je vous remercie. Oui, merci à tout le monde. Et peut-être avec cette confiance, on peut en parler davantage dans la prochaine question. Mais cette conversation sur les espaces inclusifs me fait penser à passer des problèmes aux solutions au niveau du système. Donc peut-être, Diane, tu pourrais prendre la conversation et en parler. Oui, merci. Je réfléchis beaucoup aux questions spécifiques, mais je voulais quand même mentionner quelques idées qui ont été mentionnées. Par exemple, quand on parle d'être axé sur le côté relationnel, sur les erreurs, sur les résultats d'une question ou d'un commentaire dans la boîte à clavardage, comment faire que les choses fonctionnent d'une façon qui ne soit pas menaçante. Et en ce qui concerne la foire aux questions, on a des commentaires qui disent des choses formidables. Ceci est incroyable. Merci beaucoup. J'ai des frissons. Les gens sont vraiment engagés dans cette conversation et ils sont très reconnaissants pour ce que vous êtes en train de dire. Mais je pensais à comment faire ce travail. Et dans l'intérêt d'être humble, je vais partager une histoire d'une grande erreur que j'ai faite, ça fait très, très longtemps, quand je travaillais avec des mamans et des bébés en communauté. Il y avait cette maman qui était dans l'un de nos groupes avec un bébé, fille. Elle parlait de l'adoption et je lui ai demandé, est-ce que ton mari te soutient? Et elle m'a regardée, elle a dit, ma femme. J'ai arrêté, j'ai dit, je suis vraiment désolée, ma femme. Et j'ai continué. Mais, je n'ai pas prétendu que ce n'était pas là. Donc, je le partage parce que je veux reconnaître que même pour quelques-uns d'entre nous, ça faisait 10 ans que je travaillais à l'époque, même si vous adorez les gens de cette collectivité, même quand vous faites de votre mieux, on fait des erreurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec elle plus tard, j'ai vraiment demandé pardon dans un espace où l'on avait moins de gens autour de nous pour que ça soit plus privé. J'ai parlé avec l'infirmière à la charge du groupe. Elle est allée parler avec elle aussi et la maman n'était pas contrariée, mais j'ai pris propriété de mon erreur.
Et j'ai essayé, de la meilleure façon que j'ai pu le faire à l'époque, d'être imputable. Et si on passe à la discussion concernant les priorités au niveau des systèmes, il nous faut aussi, je pense, nous rappeler du fait que nous, en tant que santé publique, travailleurs communautaires, on est là-dedans. Et tandis qu'on attend que le système nous rattrape, on peut, tout le monde, faire quelque chose pour changer les choses en chemin. Maintenant, je ne veux pas qu'on affirme mon approche, je voulais tout simplement le partager parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tout le monde de façon quotidienne. Maintenant, parlons de quelques domaines systémiques. Quelles sont les priorités en matière de politique et systémique en santé publique? Nous le vivons de façon quotidienne. Quelles sont des façons systémiques par lesquelles on peut faire les choses? Amy, veux-tu être la première? Oh là là, vous êtes tellement gentils les uns avec les autres. Je sais que je parle de trop, donc euh, euh, puis-je être clair par rapport à un énoncé? Nous créons des politiques et nous pouvons les changer. Je ne sais pas pourquoi on pense que s'il y a une politique, c'est là pour toujours. On peut changer les politiques que nous créons. Quand on parle de politique, vous avez écrit ces politiques, alors, bon, on peut continuer. J'adore cela. Merci, Jessie. Je vais reculer un peu. Je vais penser à l'optique fédérale et provinciale. À échelle nationale, les organismes queer et trans sont limités, sous-financés, qui ont surgi de différentes crises. Ces organismes ont surgi comme réponse à la pandémie du sida, par exemple, et les bénévoles étaient à la charge de ces organismes. Le monde a évolué. On peut vivre maintenant de façon honnête et beaucoup d'organismes ont changé et ont créé des programmes et des initiatives pour soutenir la santé et le bien-être des personnes queer et trans. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont constamment sous-financés par les organismes du courant principal et les différents niveaux du gouvernement qui ont la capacité d'améliorer leur réaction. Je suis dans le secteur, ça fait une décennie et je pense la même chose qu'il y a 10 ans. La meilleure façon d'interagir est de renforcer les communautés trans et queer communautaires parce que c'est là où on a la confiance et nos gens vont apparaître là quand ils n'apparaissent pas dans la salle d'urgence ou ne vont pas à leur fournisseur de soins de santé primaire. Ces organismes n'ont pas le soutien qu'ils doivent avoir. Donc, je pense qu'il nous faut tout d'abord comprendre qu'on a une réponse au niveau systémique, mais il nous faut élever la barre et célébrer les choses quand il s'agit de différents niveaux du gouvernement et leur engagement. Mon exemple préféré est que, par exemple, le gouvernement fédéral a développé le plan d'action et je suis allée à des tables rondes et ils ont développé un plan d'action avec ce qui avait l'air d'être vraiment un engagement financier de 100 millions de dollars sur 5 ans. Maintenant, tenez en tête que les personnes queer ne sont pas accoutumées de recevoir de l'argent du gouvernement fédéral ou autre. Mais si vous voyez 100 millions de dollars et vous n'avez jamais eu un rôle en matière de politique, vous considérez que 100 millions de dollars sur 5 ans n'est rien du tout en fait. Et on était supposé de célébrer les choses. Et le message qui est créé par les personnes straight et ceci crée une situation où on a des difficultés pour nous mobiliser autour des politiques parce que les gouvernements aiment les conférences de presse et les occasions d'avoir des photos, mais et la littératie en matière de politique dans nos communautés n'est pas où elle devrait être. Donc, il faut aller plus à profondeur.
Je vais cesser de parler, mais il faut penser aussi à l'échelle provinciale. Je pense qu'il existe un besoin. Les provinces et les territoires, c'est de la responsabilité provinciale et territoriale et municipale, quoique parfois ils reçoivent de l'argent du gouvernement fédéral. Quand on parle de soins primaires, il n'y a pas d'excuse de ne pas mandater de l'éducation par rapport aux soins d'affirmation. On n'a pas suffisamment de ressources et donc il existe un rôle de soins de santé du courant principal, mais c'est à nous de défendre les droits des trans et des queers. Mais ce n'est pas nous qui devons répondre aux exigences en matière de politique. Et les organismes du courant principal ne pensent pas à nous. Avec les décisionnaires, donc, il nous faut avoir une optique au niveau de système. Autrement, on ne s'en sortira jamais de cette situation. Chaque communauté doit pouvoir garantir une disponibilité d'un centre où les gens trans ou queer peuvent aller et obtenir des soins de quelqu'un de leur communauté. Il ne faut pas que quelqu'un qui a été jeté de chez lui aille dormir dans la rue parce qu'ils ne savent pas qu'il existe des abris. Il faut un travailleur qui puisse les mener à un lieu sécuritaire. C'est très frustrant. La barre est par terre. Et un atelier n'est pas suffisant, un autocollant n'est pas suffisant. Les vies des queers et des trans sont affectées par les systèmes et les structures et on a besoin d'une réponse systématique pour fournir l'équité en matière de santé dont ont besoin nos communautés. Et merci beaucoup. Ah, Faye, tu as jeté le micro et je voudrais répéter ce que tu as dit en fait. On ne demande pas de trop. Entre janvier et juillet, on passe le temps à nous battre pour que le personnel ait des fonds. Donc, une grande partie des choses est d'essayer de trouver des fonds pour que les gens fassent ce travail. Donc, on a ce processus instable et on aura automatiquement des échecs parce qu'il faut faire des tonnes de travail avec des sous seulement. Et l'argent est divisé entre les différentes communautés et les communautés sont en train de se battre. Donc, c'est très problématique. Donc, il faut une approche systématique parce que ce qu'on a en ce moment est quelque chose qui renforce les problèmes. Quand on met des crabes dans un seau et ils essaient de s'en sortir, ils poussent les autres et tout le monde tombe dedans à nouveau. Il faut permettre les crabes d'être dehors. Il faut permettre qu'on fasse ce qu'on doit faire et il faut qu'on investisse sur nous. Il faut investir sur la communauté autochtone, queer, trans, parce que cela est quelque chose dont profite tout le monde. C'est une augmentation en culture, en gentillesse, en humanité. Il nous faut faire un travail bien meilleur, par exemple, dans les écoles de médecine, de soins infirmiers. Moi, je voulais, quand j'étais étudiante, tirer du sang et faire les trucs qui avaient l'air très cool. Et c'est très triste que maintenant, après 10 ans de pratique, je reconnais qu'il y a des problèmes. Et je demande pardon à mes instructeurs. euh, Ils sont ici. Vous avez essayé de m'enseigner et je n'ai pas réalisé à l'époque qu'il fallait réfléchir de façon critique. On est axé sur le côté physique et non pas sur le côté mental. Tous les programmes, y compris les diététiciens, tout le monde doit changer les perspectives. Il faut être axé au fait qu'il faut faire du travail relationnel. L'objectivité n'existe pas.
On est à profondeur dans ce travail et c'est très bon. Il faut nous soutenir les uns les autres afin de pouvoir aller de l'avant et être stable. Et tu en parles beaucoup, Faye. Il faut de la stabilité, ou même pas de la stabilité, du financement consistant. Est-ce que nous savons quoi faire? Bon, en gros, il faut donner plus d'argent aux gays. Ça devrait être notre cheval de bataille. Bon, pour ce qui est du financement, je sais qu'on a dépassé le temps qui nous est imparti encore, mais la structure de financement en ce moment est basée sur la recherche. C'est sûr qu'il y a des domaines de recherche qui font l'objet de grandes lacunes, mais nous avons beaucoup de réponses à certaines interrogations. Nous devons revoir la structure de financement de la recherche et investir dans la collectivité de façon différente et pas juste de façon ponctuelle. Nous devons le faire de façon systématique. Il y a peut-être des sujets qui méritent moins de faire l'objet de recherche que d'autres. Nous devons donc établir différemment nos priorités. Amy. Bon voilà, je suis troisième, mais comme d'habitude, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit. Du point de vue systémique, d'un système, une base de données, bon, ça doit être mis à jour parce que les données recueillies sont de bonnes données, mais elles commencent à dater et ne sont plus très fiables maintenant. Ça ne permet pas forcément de bien représenter les besoins divers des individus parce que pour être traité dans le respect, il faut faire confiance à son prestataire de soins de santé et il faut que celui-ci soit en mesure de pouvoir vous donner les soins dont vous avez besoin. D'où l'importance de l'accès à l'information pour donner des soins de qualité. Pour ce qui est de l'élaboration de politiques et des procédures, moi j'ai travaillé auprès d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes en soins infirmiers à un projet de recherche sur les obstacles à l'accessibilité en santé pour les personnes trans. Et en gros, les personnes trans se faisaient refuser l'accès à certains cabinets médicaux. C'est aussi simple que ça. Et ça peut se manifester très tôt dans le parcours de l'accès aux soins de santé. Comme vous l'avez dit, la recherche doit être faite, mais ces recherches ont déjà été faites. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est écouter le fruit de ces recherches, les résultats, les conclusions, et en tenir compte pour faire changer les choses dans la réalité. Nous avons 520 participants en ce moment qui veulent participer à ce dialogue et qui veulent participer à défendre cette cause. Il faut qu'ils puissent se faire entendre pour sensibiliser eux-mêmes d'autres personnes. Parfois, les gens ne savent pas à qui s'adresser lorsque l'on pose ce genre de questions, parce que nous savons que le changement est nécessaire. Il faut dialoguer de façon ouverte, il faut que les gens se sentent entendus et appuyés, et nous connaissons les obstacles, nous sommes en mesure de les cerner. Donc, retroussons-nous les manches et serrons-nous les coudes pour surmonter ces obstacles et cessons de travailler en silo. Si je peux me permettre d'intervenir, je regardais un peu les questions-réponses dans le clavardage et il est certain qu'on assiste à une augmentation considérable du sentiment anti-queer et anti-trans. Mais on en parlera plus tard dans les questions-réponses. Nous avons une campagne en ce moment qui exhorte le gouvernement fédéral de lutter contre la hausse de la haine envers les queers et les trans. Il y a 6 recommandations de mobilisation des organisations et des communautés, de relever les défis actuels avant que cela s'incruste davantage dans notre tissu social. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller visiter 4 www.4queersafety.ca. Je vous invite à le faire savoir à vos réseaux respectifs, aux prestataires de services et à ceux qui ont la crédibilité associée au statut de prestataire de soins de santé pour que cela serve un petit peu de boîte de résonance. Merci beaucoup. Excellent. C'est intéressant que vous jetiez un petit coup d'œil dans les questions
dans la boîte de clavardage. Donc, je pense que ça va nous permettre de faire la transition vers la partie de cette réunion où nous y répondrons à ces questions. Nous allons regrouper un certain nombre de questions autour de thèmes plus larges. Un des thèmes qui fait l'objet des différentes questions posées, quelles sont les premières étapes qui permettent de créer des espaces sécuritaires? Ça a trait aux forces et aux faiblesses du partage des pronoms, les incertitudes quant à leur usage afin de ne pas créer de pression indue sur les gens. Et il y a des données qui éclairent cette façon de faire. Donc, quelle est la meilleure façon de recueillir les données? Que nous disent les données et quelles sont les tendances pour les populations queer et trans, tout en respectant l'individualité de chacun et de chacune? Donc, il s'agit de créer des espaces sécuritaires. Qu'est-ce que nous dirions là-dessus? Bon, pour ce qui est de l'aspect des pronoms, si cela peut vous être utile, je pense qu'il y a 7 ans, on disait de demander à tout le monde leurs pronoms, c'était ce qui se faisait. Maintenant, je pense qu'il faut aborder une approche nuancée. Je pense qu'il faut inviter les gens à le faire. On peut leur indiquer qu'ils peuvent être à l'aise de partager leurs pronoms, mais il ne faut pas créer un contexte où on est obligé de le faire, surtout dans les contextes de groupe. Habituellement, il est possible d'y aller au ressenti et de voir si les gens sont à l'aise de le faire ou pas. Généralement parlant, ce que je dirais, c'est que moi, je dis toujours mes propres pronoms pour inviter les autres à le faire, mais sans les y obliger. Cela démontre que l'espace dans lequel je me trouve est un espace sécuritaire, dans lequel ils peuvent aborder des sujets délicats. Donc c'est une invitation à l'ouverture. Mais assurez-vous ensuite d'utiliser un langage neutre du point de vue du genre. Alors je vous dirais de respecter le choix de chacun, de chacune dans l'usage de leurs pronoms. Je pense que c'est la règle de base. Jessie? Oui, je suis d'accord avec Faye. Je pense que ça influence énormément la façon dont nous abordons nos passions au sein des groupes gays, queer, trans. Cela dépend de la situation. Heu, de la même façon, lorsque je dois recueillir une date de naissance, et un nom en lieu public, heu, je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut reconnaître la volonté ou la réticence de certaines personnes de partager leur prénom. Cette crainte de réaction empêche les gens d'en discuter. Les gens peuvent craindre la réaction des autres. Souvent, des hommes blancs cisgenres réagissent plutôt mal au fait qu'on leur demande leur pronom, ce genre de choses. Alors que ils veulent bénéficier de la même souplesse que les autres. Donc c'est contextuel, c'est selon la situation, il s'agit de tenir compte de nos réalités en matière de sécurité. Que signifie d'ailleurs la sécurité selon le contexte? Moi, je ne crois pas qu'il y a une zone de sécurité. Je pense qu'il existe une zone de moindre risque peut-être, mais pas de zone sécuritaire ou de lieu sûr pour les hommes et les femmes trans et queer. Mais je pense qu'il convient de prendre du recul sur nos systèmes, notre façon de fonctionner, faire attention à la façon dont nous utilisons le langage. Dans l'espace dans lequel je travaille, c'est sûr que le genre est très important parce qu'il s'agit de bébés, de nourrissons, de naissance. Donc il y a beaucoup de binarisme et cela suscite beaucoup de discussions. Parce qu'on nous reproche souvent d'éliminer quelque chose. Il ne s'agit pas d'éliminer quelque chose, il s'agit d'ajouter, de créer de l'ouverture, des possibilités pour permettre aux gens de suivre leur propre parcours sans se voir imposer certaines choses. Je pense que c'est une excellente chose. Je sais qu'un jour l'hôpital de la Colombie-Britannique va me poursuivre parce que c'est l'un des plus grands hôpitaux de Vancouver, même de la Colombie-Britannique, et on discute énormément de changements de nom, etc.
Et moi, j'ai mes opinions personnelles sur le changement des noms. Je pense que ce que je dirais, c'est que si vous êtes le plus important hôpital d'une province, il faut que vous vous assuriez de venir en aide, de répondre aux besoins à toutes les personnes qui viennent utiliser vos services pour faire naître leur enfant. Je pense que ça devrait être votre mission. Il ne s'agit pas de priver qui que ce soit de quoi que ce soit. Il s'agit de s'assurer que tous les citoyens qui viennent donner naissance à un enfant reçoivent des services et des soins de qualité. Parce que d'après mon expérience, mon seul objectif, c'est de m'assurer que les parents puissent établir un lien avec leur nouveau-né. C'est mon seul objectif. Je veux que l'environnement, le milieu soit favorable à la création de liens entre les parents et leur bébé. Nous savons à quel point ça peut être intense, donc en utilisant des mots et des noms et et des descriptions qui nuisent à la création de ce lien, nous ne nous acquittons pas de notre mission. D'où la nécessité de nous adapter à cette réalité. Donc c'est un exemple très précis dans mon monde, mais je pense que ça illustre très clairement l'influence du genre et de la description que l'on en fait. On ne veut pas priver qui que ce soit de quoi que ce soit, on veut donner plus de possibilités. Enfin, quoi faire lorsqu'on a une conversation avec un parent et qui ont identifié leurs pronoms? Moi, je leur demande s'ils souhaitent que certains mots ou certains pronoms ne soient pas inclus. Il y a beaucoup de mots que nous utilisons, comme par exemple chéri, des petits mots affectifs pour décrire le bébé. Il y a des mots que les gens n'aiment pas. C'est quelque chose de culturel. Peut-être que c'est quelque chose que nous devons enlever. À ce moment-là, on peut demander aux parents s'il y a des termes qu'ils souhaitent que nous évitions. Et il faut aussi s'assurer de bien transmettre le message à tous les prestataires de santé parce qu'on ne veut pas avoir à réexpliquer ça à chaque fois. J'aime beaucoup ce point avant de céder la parole à Amy. Je pense que par rapport à ce que vous avez dit ainsi que fait, ce sont des choses très pragmatiques que tous les participants peuvent adapter à leur situation, que ce soit dans le contexte des soins d'une clinique de naissance, par exemple, ou d'autres milieux. Cela s'applique également. Amy? Oui, une fois de plus, on m'a enlevé les mots de la bouche. Mais comme Jessie l'a dit, je pense qu'il s'agit de demander aux gens s'il y a des mots qu'ils souhaitent que nous évitions, ou s'il y a des mots qu'ils souhaitent que nous choisissions, que nous privilégions. Je pense que c'est important. Lorsqu'il est question de pronoms, il faut reconnaître que c'est pas tout le monde qui est un prestataire de soins de santé ou un professionnel tout court ne soit vraiment ouvert à cela. On a porté à mon attention une situation dans laquelle une personne s'est fait demander ses pronoms sur son étiquette, son épinglette portant son nom. Mais cette personne ne se sentait pas à l'aise de le faire dans son milieu de travail. Donc dans ce cas-là, ça nuit au sentiment de sécurité des gens. Il y a donc du travail à faire là-dessus. C'est une conversation qu'il faut avoir de façon ouverte. On traite avec des gens et il s'agit de demander de façon respectueuse ce que les gens veulent. Ils vont vous donner les renseignements dont vous avez besoin sans compromettre votre propre sécurité. Donc c'est sûr que nous devons créer un espace sécuritaire pour les gens qui travaillent, que ce soit en milieu de travail ou ailleurs, et ça revient aux politiques dont on parlait plus tôt. Mais il ne s'agit pas forcément de divulguer votre histoire ou de raconter votre vécu. Il s'agit de créer un environnement euh, de soutien et de reconnaissance. Quels sont les mots que vous voulez que j'emploie? Quels sont ceux que vous voulez que j'évite d'employer? Et les gens se feront un plaisir de vous répondre. Je suis tout à fait d'accord avec Amy. Connecter les gens, tout simplement. Il faut se former. Ce n'est pas ma responsabilité en tant que personne queer de vous fournir toute la formation. Parfois, les gens viennent avec Google, ils cherchent sur Google et perturbent tout ce que j'essaie de dire. Il faut donc avoir des conversations et se former avec des matériels confiables. J'espère que les professionnels s'y connaissent au matériel euh, confiable. Il y a plusieurs sites web qui ne sont pas confiables et
bon, cette personne a dit ceci ou cela, alors là, je leur parle de l'information fiable. Il faut se former et il faut savoir que ce n'est pas seulement la responsabilité de la communauté queer de fournir l'éducation. Je suis prêt à vous expliquer les choses, mais si vous faites du travail vous-même aussi. On rentre dans un élément, je pense ici, de la navigation dans le langage queer. Et je voudrais souligner que personne ne dit que vous ne pouvez pas appeler votre femme, ou de dire que vous êtes gay si vous êtes gay. Je peux le faire, ça dépend du contexte, mais personne n'essaie d'arrêter notre façon d'utiliser notre langue ou de vivre nos vies. Mais quand vous parlez avec un groupe de personnes, vous devez utiliser une langue qui reflète ces personnes. Je ne suis pas un professionnel de soins de santé, mais si vous pensez que vous devez faire un test, vous allez faire un test. Ou si nous allons accoucher, je pense que la plupart d'entre nous savons qui peut accoucher. Donc, il y a toute cette exagération autour du langage neutre par rapport au genre. Moi, j'adore que mon mari très gay m'appelle sa femme. On aime et on haït le genre. C'est bizarre, le genre, mais les mots ont la signification pour nous aussi. Et c'est plutôt quand les mots sont appliqués de façon qui n'est pas précise ou quand les gens n'obtiennent pas les soins dont ils ont besoin à cause de cela, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est la base de la communication. Je suis tout à fait d'accord. Si vous vous identifiez comme mère, comme quelqu'un qui va donner naissance, super. Je ne veux rien enlever. Je veux qu'on ait des conversations sur ajouter des choses et non pas enlever des choses. C'est parfait. On est une société tellement hétéronormative. Et la chose la plus importante que j'ai prise de ce que vous avez dit de façon collective est que l'inclusivité n'enlève rien à personne. Et beaucoup de réactions que j'ai entendues et la résistance, bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Mais si on inclut d'autres personnes, ça ne va rien enlever à personne. Jessie, je vois que tu as activé ton micro avant que je ne continue. Je veux renforcer ce que tu dis. Il y a l'hétéronormativité et l'influence. Il y a Netflix, il y a des films, il y a maintenant la représentation queer et on parle de l'influence. Pourquoi est-ce qu'on parle d'influence quand on parle de la communauté queer? Qu'est-ce qui se passe avec l'influence hétéronormative que j'ai eue toute ma vie? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? Il faut réaliser. Il y a eu beaucoup de résultats négatifs comme résultat de l'influence hétéronormative à ma vie. Et maintenant, les gens disent, oh mon Dieu, on a maintenant des films gays sur Netflix. Et je dis aux gens, ben, pendant 30 ans de ma vie, il n'y avait pas de film de ce genre et cela a beaucoup affecté ma vie de façon négative. Pour réaliser que ceci fait du mal. Ce n'est pas seulement l'influence queer, ce n'est pas seulement les films queer. Il s'agit du tout comme influence et on ne doit pas être vu comme influence négative. J'apprécie beaucoup cette perspective. Pour contester l'hétéronormativité et ce qui est considéré normal et ce qui n'est pas considéré comme normal. J'ai eu une discussion, disons, stressée avec un voisin l'autre jour. Il a dit, ben, je n'aime pas que l'on me pousse dans une certaine direction. Et je lui ai dit, ben, comment penses-tu que se sentent les personnes gays ou queer avec ce qu'on les pousse à faire? Donc, du côté des choses que l'on pourrait faire, peut-être soutenir les organismes communautaires, leur fournir du langage, des réponses, des façons d'aborder les choses quand les biais surgissent dans leur travail. Et
On n'a que 4 minutes, mais une question concernant l'intersectionnalité. On a des questions concernant l'intersectionnalité et les experts ont beaucoup parlé de ce sujet. Comment l'équité en matière de santé peut être faite dans la communauté de SLGBTQ+. Comment est-ce que le statut est en interaction avec les minorités sexuelles et est-ce important d'utiliser le terme ou le libellé de l'intersectionnalité quand on est en train d'aborder ces enjeux? Amy, qu'en penses-tu? Peut-être tu pourrais être la première et non pas la troisième. Pour l'intersectionnalité, je pense que cela revient à nouveau à l'expérience spéciale qu'a chaque personne, l'expérience vécue et la discrimination que subit la personne fondée sur ce que la personne est. Ces expériences ont une influence sur leur façon de réagir. Donc, il nous faut comprendre que ce n'est pas une optique ou l'autre. C'est quelque chose de composé. Et cela continue à créer l'expérience d'oppression que la personne a subie. Donc, il nous faut comprendre de façon élargie les choses et permettre que ces personnes soient entendues, que ces personnes s'expriment pour elles-mêmes et parler des choses dont elles ont besoin ou ce qu'elles espèrent obtenir de ce service de santé. Il faut écouter la personne parce que cela sera le facteur qui va permettre aux fournisseurs de soins de santé de fournir les soins. Non pas la boîte qui coche, mais c'est la personne individuelle. Absolument. Merci. Jessie est fait. Oui, merci Amy. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a un modèle médical qui force les gens constamment à changer leur identité pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Et dans le monde dans lequel je travaille, nous voyons fréquemment que les personnes trans, queer, bi doivent choisir entre leur autochtonicité, par exemple, et leur genre. Il y a beaucoup de discrimination dans les deux groupes. Avec la colonisation, les stigmates et la honte ont beaucoup augmenté dans le monde autochtone et nous voyons l'homophobie, la transphobie dans la communauté autochtone et on voit que les personnes autochtones sont bloquées dans leur propre intersection et ils ne divulguent pas, par exemple, leur orientation sexuelle, par exemple, ou ils viennent dans le monde du genre et ne divulguent pas leur autochtonicité. Donc, il faut voir comment créer un environnement où les gens peuvent apparaître comme ce qu'ils sont. Et il faut une approche équitable à leur intersection, à les responsabilités que nous avons. Moi-même, comme quelqu'un qui s'identifie comme épi, comme queer, comme bispirituel, mais aussi comme homme, j'ai des conversations internes intenses quand je suis parmi les autochtones par rapport à être un homme blanc. Et il faut que je pense à mes privilèges. Donc, il faut refléter, ou plutôt réfléchir à moi-même et ne pas enlever de l'espace d'autres personnes avec mon privilège et mon intersection. Faye, tu vas être la dernière. L'intersectionnalité est un concept qu'on mentionne fréquemment, mais on ne le comprend pas vraiment à profondeur. Euh, et, et on ne fait pas justice à la base théorique que les choses nous fournissent. Ceci a été développé pour reconnaître, je pense que c'était un cabinet d'avocats qui embauchait toujours une femme dans l'équipe. Euh, il y avait des hommes noirs et il faut comprendre que l'oppression crée des résultats uniques, spéciaux et je pense qu'on ne doit pas
On ne doit pas l'avoir partout. Qu'est-ce que cela veut dire quand les gens s'identifient au niveau intersectionnel? On peut être affecté par des facteurs multiples. Il s'agit de comprendre les structures d'oppression et dans les soins de santé, c'est très important de le mettre en œuvre avec une optique théorique dans notre pratique individuelle. En général, je pense qu'il faut utiliser les mots qui ont du sens pour nous et ça va aller. Les mots sont moins importants que le contenu et que l'approche. Sympa. J'adore tout cela. J'adore tout cela. Et je voudrais reconnaître pour nos écouteurs en ce moment qu'il y a beaucoup de questions auxquelles nous ne sommes pas arrivés. Mais ce que je peux vous promettre est que ceci ne sera pas le dernier webinaire sur ce sujet. Ce qu'on va faire, on ira à ces questions et on va utiliser aussi les résultats de l'évaluation que vous allez compléter quand le webinaire sera terminé. Et on va tout utiliser pour créer une série de webinaires sur ce sujet. Je vous promets que cela aura lieu. Donc, restez à l'écoute. Je suis inspirée et Mandy, je pense que je vais te demander de faire la clôture des choses et merci beaucoup. Ceci fut une conversation incroyable. Je vous remercie énormément. Tous les conférenciers, vous y connaissez tellement et vous êtes tellement passionnés. C'est un honneur de travailler avec vous et d'être présente pendant cette conversation. Donc, merci. Et à partir de cette conversation, on peut voir que la santé publique a en effet un rôle essentiel à jouer contre la discrimination faite aux communautés de S, LGBTQ+, et tout le monde peut mettre en question le système binaire qui continue avec le pouvoir et l'oppression qui sont à la base de l'inéquité. Donc, avant que vous ne partiez aujourd'hui, nous voulons vous offrir des réflexions qui peuvent être spécifiques à vous-même et à votre travail. Donc, je vais vous donner un moment pour les lire et ces réflexions seront aussi envoyées dans un courriel de suivi, mais je vous donnerai un moment pour les lire et pour y réfléchir. Et comme je l'ai mentionné, il ne faut pas apprendre les choses par cœur. On va vous les envoyer par courriel. Donc, le CCNDS vous remercie énormément pour les connaissances et l'engagement de nos experts et pour votre participation à ce webinaire. Donc, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez nous contacter au courriel qui est sur la diapo et n'hésitez pas, plutôt n'oubliez pas de compléter le sondage pour ce webinaire. Merci d'être venu. Prenez soin de vous-même.